2016, je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, une très très belle année, avec bien sûr la santé pour vous, pour vos proches, la guérison pour ceux qui sont aujourd'hui touchés par la maladie, et puis la force de se battre contre la maladie, et puis aussi, bien sûr, pour nous qui vivons de la neige et du ski, beaucoup de neige à partir de la semaine prochaine, de façon à ce que l'on puisse honorer une saison convenable chez nous, mais aussi il faut toujours penser à nos voisins qui sont un peu plus bas. Donc on souhaite beaucoup de neige aussi à toutes les stations qui sont plus basses que nous. Je voudrais bien sûr cette année prendre un peu plus de temps pour vous expliquer un certain nombre de choses sur ce qui a été réalisé depuis un an par les services de la commune, mais aussi par les services de l'Office du tourisme ou de la SATA. C'est important qu'on prenne un petit moment pour mieux comprendre certaines choses et qu'on puisse vous faire un point complet de l'état des lieux de votre commune à ce jour. Au passage, je veux remercier tous les services que j'ai cités, et puis vous aussi, les propriétaires, les résidents, qui embellissaient vos appartements, qui embellissaient vos copropriétés, et qui participaient chaque année un peu plus à faire que l'Alpe d'Huez soit une station qui progressivement évolue vers la qualité de l'esthétique, la qualité de la voirie, de requalification des rues, et puis aussi pour qu'on puisse avoir auprès de nos clients un accueil encore meilleur que celui qu'on peut avoir ou qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Et puis, les photos le montrent, l'Alpe d'Huez a 80 ans. L'Alpe d'Huez a eu des moments de gloire, des périodes fastes, des périodes plus difficiles. Et aujourd'hui, notre objectif à nous, élus, est bien, comme je vous le disais tout à l'heure, de remettre l'Alpe d'Huez à son rang, de remettre toute l'esthétique des lieux en face de l'accueil de nos clients et puis progressivement eh bien, de remonter la gamme de toutes les personnes qui viennent nous voir sur l'Alpe d'Huez. C'est important, non pas de dire on va supprimer les groupes et puis on verra ce qu'on va prendre, non. Le but c'est que progressivement, tous ensemble, eh bien, avec la qualité de nos prestations, eh bien, on puisse avancer et on puisse évoluer vers le meilleur. Les 80 ans, vous en entendrez parler tout au long de l'année, mais on fera une belle fête au mois de décembre 2016, donc pour fêter ces 80 ans. Pour réussir à avancer, à modifier les choses, à être plus performant, eh bien, il nous a fallu nous entourer progressivement de plein de nouvelles personnes. L'année dernière, c'était notre DGS, Antoine Canivez, c'était Christophe Monnier, notre directeur des remontées mécaniques, c'était Alain Manteau, notre directeur des services techniques. Eh bien, cette année, viennent nous rejoindre Anthony Guzman, qui est le nouveau directeur commercial de la SATA, qui est ici, qui peut se lever, Anthony. Voilà. Donc, Anthony commercialisait le Pont du Gard et Anthony, aujourd'hui, nous apporte beaucoup dans la nouvelle commercialisation de la SATA, mais on ne dira plus de la SATA maintenant, on dira de la station, parce que le but est vraiment qu'on commercialise le nom Alpe d'Huez, et à la place de sataski.com, par exemple, dire ce sera alpeduez.com, parce que c'est plus porteur, et on pourra demain avoir davantage de clients. Il n'est pas nouveau dans la société, Frédéric Forte, qui est le nouveau directeur d'exploitation des remontées mécaniques de la SATA, qui est ici aussi, Fred. Beaucoup ont eu l'occasion de connaître son frère Gilles, qui était directeur technique jusqu'à l'année dernière de l'école de ski. Donc Fred est un ancien de la maison et qui va s'occuper de la partie exploitation remontée mécanique. Et puis le nouveau directeur du service des pistes de la SATA, Christophe Petit, qui est ici. Alors vous voyez un peu la difficulté qu'il peut avoir à succéder à notre ami Christian Reverbel, qui prendra sa retraite comme tout le monde à la fin du mois de janvier, mais qui accompagne Christophe en ce début de saison pour que ce soit plus facile pour lui et pour lui montrer un petit peu toutes les facettes de ce métier de directeur des pistes, ce qui n'est pas seulement sur la station de l'Alpe d'Huez, mais aussi sur toutes les communes alentours gérées par la SATA.
Et puis le nouveau directeur de l'Office du tourisme, François Badjili, qui nous vient de Serre Chevalier. Je lui laisserai la parole tout à l'heure. Le vrai problème, ça va être de savoir s'il va me la rendre. C'est moins sûr, effectivement. Donc, nouvelle personne, nouveau venu, nouvel élan, nouvelle dynamique. On vous l'a dit, une vraie volonté d'avancer, de tirer notre station vers le haut et de la remettre à son rang. Pour cela, nous avons un certain nombre de positionnements. Vous voyez ici la station Ami. On est la première station à avoir eu ce panneau offert par la Fédération française de ski en guise de partenariat par rapport à tout ce qui est fait avec nos équipes de France, tout l'aide qu'on peut apporter au niveau de notre commune, mais tout le monde en apporte beaucoup, les moniteurs de ski, les remontées mécaniques, l'association des maires, pour que la Fédération française de ski soit plus forte et nous représente mieux dans le monde du ski. Mais nous ne sommes pas qu'une station Ami par rapport à la FFS. Nous sommes ici une station classée touriste, une station classée qualité touriste, accueil aussi, et puis Famille Plus bien sûr, depuis 2 ans. Et surtout, l'innovation de cette année, c'est que nos services Espace Vert ont fait du très bon travail puisqu'on a pu obtenir une deuxième fleur, chose que l'on cherchait depuis déjà quelques années, mais qu'on avait du mal à obtenir. Au-dessus de 1800 mètres, il est toujours difficile d'obtenir une deuxième fleur. C'est un signe de qualité d'obtenir cette deuxième fleur, et c'est un signe aussi de bon travail de tous nos services, et là-dessus, au passage, on les remercie. On a aussi, puisque vous voyez le lac Blanc qui aujourd'hui nous amène toute l'eau de la ville et l'eau de la neige aussi, la neige de culture, sauf celle bien sûr qui est du côté de Sarenne et du Fresnay-d'Oisans, qui a son propre réservoir. Donc cela c'est pour vous parler des nécessités bien sûr plus tard de refaire aussi des réserves d'eau, mais aussi pour vous parler de la DSP sur l'eau, puisque cette année nous avons relancé une autre délégation de service public sur l'eau. Nous avons été amenés à changer de délégataire, c'est la Lyonnaise des Eaux qui va désormais, à partir d'aujourd'hui, gérer l'eau de la station et de la commune. Et à ce niveau-là, eh bien, vous verrez baisser votre facture d'eau. J'ai déjà dit l'autre jour à ceux qui étaient... Ce qui ne veut pas dire, méfiez-vous quand même, quand vous regardez votre facture, comme il y a l'assainissement avec, faites attention, il faut bien faire la part des choses. Là, on parle de l'eau, l'assainissement n'étant pour l'instant qu'une partie qui reste importante sur la facture, mais qui correspond à des montants très très impressionnants d'investissement, puisque vous avez vu comme moi, quand vous passez avant l'hiver, la nouvelle centrale d'épuration de la Basse-Romanche, et puis sur la partie vers Bourdoisan, nous sommes obligés d'agrandir la station Aqua-Vallée parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pourrions pas créer de nouveaux lits sans l'agrandissement de cette centrale et sans la mise aux normes de toutes nos communes, c'est-à-dire le séparatif entre l'eau usée et l'eau des toits, l'eau pluviale. Donc tout ça, ça coûte assez cher, et le ticket complet de travaux, c'est quand même 50 millions d'euros qu'on a voté par l'intermédiaire du syndicat d'assainissement, le SACO, qui est encore le seul syndicat qui reste un petit peu en dehors de la communauté de communes, mais géré par les mêmes personnes que la communauté de communes. On y reviendra tout à l'heure. Et puis vous voyez la trésorerie de Bourdoisan, c'est là où sont prélevés tous vos impôts. On a souhaité depuis 2 ans travailler de plus près avec la Direction Générale des Impôts, et nous avons passé une convention de gestion saine et raisonnée de la commune, et cette convention est la première convention signée dans l'Isère qui porte ses fruits et qui nous permet d'être un exemple de gestion vis-à-vis de la commune, ce qui ne veut pas dire qu'on a du coup augmenté nos recettes et baissé nos dépenses. Ça, c'est quelque chose que l'on cherche à faire à côté, mais sur la partie gestion, eh bien, on est ravis d'être en pleine osmose avec la volonté de nos impôts. Et puis, dernière chose, on a souhaité vendre le pic blanc, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure quand on parlera des finances que Nadine va aborder tout de suite. Je voudrais excuser ce soir simplement, j'ai oublié de le faire en début, mais j'y pense maintenant que les élus sont là, et Daniel France qui a des vrais problèmes de santé en ce moment, qui n'arrive pas
qui voulait vraiment se déplacer, qui n'a pas pu le faire. Et puis vous dire qu'aussi, et tous les élus qui sont là se feront un plaisir de rester à votre disposition ensuite, lors de l'apéritif, pour pouvoir répondre à vos questions. Et si certaines questions restent en suspens, vous n'hésitez pas à nous les mettre sur un papier, nous les envoyer en mairie, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais laisser Nadine, qui est responsable des finances, adjointe aux finances à la commune, vous parler du budget communal. Eh bien, bonsoir Madame, Monsieur, et permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2016. Je pense que nous avions un souhait en commun, c'est d'avoir la neige pour toute la saison d'hiver, et elle arrive, vous voyez, nous en avons déjà un d'exaucé un peu, donc c'est formidable. Évoquer un budget communal, c'est assez complexe, étant donné que, d'autant plus que nous sommes une station touristique. Et cette année, comme vous l'a dit Monsieur le maire, il y a la vente du pic blanc et la vente des actions de la SEM des Outaries qui complexifient encore ce budget. Moi, je vais rester sur ce qui est traditionnel, si je puis m'exprimer ainsi, en ce qui concerne un budget. Par exemple, les grands postes, les charges de notre commune sont à hauteur de 23,8 millions pour des investissements qui sont en plus de 3,8 millions. Nous avons des objectifs qui sont bien cernés en ce qui concerne les élus de la commune d'Huez. C'est le désendettement de la commune, le remboursement de la dette pour cette année de 3 millions d'euros. Nous n'emprunterons pas sur cette année 2016. Ça, c'est une décision que nous avons prise déjà depuis un certain temps et que nous allons appliquer efficacement. Nous allons reconstituer le fonds de roulement, c'est-à-dire qu'une fois un fonds de roulement à peu près de 3 millions, 3 millions et demi. Donc là, nous travaillons également à reconstituer le fonds de roulement au fil du temps et également dégager une capacité d'investissement de façon à faire face aux travaux, aux acquisitions, enfin à tout ce qui est nécessaire à l'économie touristique de la station, mais également à la vie locale de notre commune. Par contre, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le budget communal, bon là parlons d'une autre, est quand même en difficulté par rapport à des dotations de l'État qui sont en diminution constante, puisque, vous savez que régulièrement nous avons des diminutions sur les dotations de l'État, donc ça diminue nos recettes. Et puis, à contrario, nous avons le FPIC, c'est-à-dire le Fonds de péréquation intercommunale, qui lui augmente régulièrement, un budget intéressant au niveau de la commune d'Huez. Alors, à propos des dotations de l'État, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez qu'à partir de janvier, il y a le recensement de la population qui commence. Alors, le recensement, ça n'est pas simplement passer chez vous pour vous demander vous êtes combien dans la maison, etc. Non, le recensement, pour nous, c'est important parce que si nous sommes à 1500 habitants, nos dotations de l'État vont réaugmenter. Or, aujourd'hui, nous sommes à 1446 habitants. Voilà, donc je vous laisse la conclusion. Voilà. Laissez-vous recenser. Oui, alors oui, je vous demanderai d'accueillir les agents censeurs vraiment avec courtoisie parce que c'est un travail qui n'est pas forcément évident. Donc pour autant, nous avons des projets, bien évidemment, et nous devons les mener à bien pour l'avenir de notre commune. Je vais vous donner un aperçu des travaux prévus en 2016, l'aménagement de la route du Signal, la mise en réseau du séparatif chemin du Chamon. Alors ça se voit pas, hein, c'est souterrain, mais c'est quand même quelque chose de très important. La remise en état de la patinoire, puisque nous avons eu des dégâts cet automne à cause des intempéries. Bon, ça, c'était pas forcément prévu, mais elle est remise en état pour qu'elle fonctionne dans des conditions optimum. Et puis, nous devons assurer un plan d'accessibilité PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est un plan que nous avons établi avec en priorité le Palais des Sports et des Congrès. Ce que nous travaillons aussi, c'est la maîtrise de la masse salariale.
Ici, à Uez, la masse salariale représente 33% des dépenses de la commune. En règle générale, au niveau national, c'est 52%. Je vous rassure, on ne va pas essayer de les rattraper, on va rester là où nous sommes au contraire. Hein. Et donc, c'est pour cela que nous, au niveau de la commune, nous suivons tant les dépenses de fonctionnement que d'investissement, pas à pas, régulièrement et sans jamais relâcher notre attention. La commune s'est fixé des priorités pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire que nous souhaitons, nous voulons et nous allons réussir à maintenir à l'Alpe d'Huez des événements d'envergure nationale et internationale, en priorité l'été, parce que bon, c'est l'été qu'il y a un vrai besoin, et ceci de façon à maintenir une vie économique de la station et donc par conséquent de la commune. Ensuite, je redis que nous poursuivrons le désendettement de la commune afin d'augmenter la capacité à investir de l'Alpe d'Huez. Alors, ce sont des défis qui sont nombreux, mais qui sont à la hauteur de la marque Alpe d'Huez, dont la promotion est assurée par l'Office du tourisme. D'ailleurs, je vais laisser la parole à François Badjili, qui va lui vous détailler les objectifs de l'Office du tourisme, et je vous remercie pour votre écoute. Bonsoir à tous, permettez-moi avant le petit focus de l'Office de tourisme de vous souhaiter à tous, au nom de l'équipe de l'Office de tourisme bien évidemment, une très très bonne année, et notre premier vœu a déjà été exaucé puisqu'il commence à neiger. On peut se demander pourquoi d'ailleurs un focus de l'Office de tourisme au moment de la cérémonie des vœux. Je rassure Jean-Yves, dans 2 minutes 30 je redescends et je lui donne les 2 micros. Mais ceci de façon plus sérieuse, de façon très sincère. Je crois que le développement touristique, c'est l'expression d'une volonté politique. Et on a la chance à l'Alpe d'Huez que l'équipe municipale, emmenée par son maire, se donne les moyens, à travers son office de tourisme, d'avoir un développement harmonieux de sa station et de son territoire. L'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, bien sûr, sa mission première, c'est la promotion. C'est faire briller l'Alpe d'Huez. C'est donner envie à tout le monde, quand il part au ski, de penser d'abord à l'Alpe d'Huez. On est dans le top 10 des stations françaises, on doit y rester et on doit grignoter des places. Chaque place à gagner va être difficile, mais tous ensemble, on peut y arriver. On vous projette, grâce à l'équipe web de l'Office de tourisme, un petit peu ce qu'on fait tout au long de l'année, en termes de salon, en termes de presse. Il y a un gros travail de presse de fait par Céline, qui est notre attachée de presse. Là, vous avez quelques exemples de comment la presse parle de l'Alpe d'Huez. Vous savez que dans la plupart des magazines, dans la plupart des journaux et à la télévision, nous sommes régulièrement cités. Nous étions encore hier au journal de 13h sur TF1. C'est un travail de longue haleine qu'a mis en place toute l'équipe de l'Office du tourisme pour placer sa station dans le top 10 des stations. Il y a eu de nombreuses opérations qui servent à être sur les réseaux sociaux. Vous savez tous l'importance aujourd'hui qu'ont les réseaux sociaux. D'ailleurs, avant l'apéritif, je ferai un petit interrogatoire pour savoir qui est ami de l'Alpe d'Huez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, de façon à ce que tous ensemble nous puissions relier l'envie de notre station avec nos amis. Alpe d'Huez TV nous donne la chance, grâce à Guillaume qui est là et qui vous filme, il vous filme de derrière, d'avoir beaucoup de production d'images. Vous savez le poids de l'image aujourd'hui. Et bien voilà, l'Alpe d'Huez peut être très très réactif par rapport à ça. L'Office du tourisme travaille en partie et en partenariat très étroit avec ses socio-professionnels. C'est comme ça qu'il y a eu des opérations montées en lancement de saison. C'est pas que la SATA, c'est pas que l'Office du tourisme, c'est pas que la mairie de station, c'est l'ensemble des socio-professionnels, c'est l'ensemble des résidents et bien évidemment tout ça pour satisfaire les vacanciers. 32 000 lits, on est dans les plus grosses stations françaises. Nous n'avons que un petit tiers de lits commerciaux, ce que nous appelons vulgairement les lits chauds, qui sont les lits qu'on arrive à mieux commercialiser. Et puis donc ça veut dire que nous avons 2 tiers de lits froids, qui souvent sont bien sûr les lits des résidences secondaires. Vous avez vu que le logo a évolué. Alors j'ai déjà rencontré quelques-uns qui m'ont dit mais pourquoi il n'y a plus la marmotte? La marmotte est devenue une mascotte. On a pensé que le logo pouvait aujourd'hui se rajeunir. Il est comme ça, il se décline de différentes couleurs. Il est plus moderne et plus percutant. On a changé aussi quelques-uns de nos partenaires. Il a été dit tout à l'heure par Jean-Yves qu'on a envie de faire briller cette station et on a eu la chance d'avoir un excellent partenariat avec la société BMW. Ce sont eux qui sont venus nous démarcher. Il y a eu une négociation très fine qui nous permet aujourd'hui d'avoir des partenaires qui ont une image qui correspond à la station de l'Alpe d'Huez.
Je terminerai avec cela, et je vais même prendre le temps de le lire, ce sera presque ma conclusion. Dans un monde sans frontières, en hyper-concurrence, connecté en temps réel, centré sur les nouvelles technologies et en rupture permanente, ça c'est ce qu'on vit tous au quotidien, ça va très très vite. Très sincèrement, l'équipe de l'Alpe d'Huez pense que, tous ensemble, la puissance de l'Alpe d'Huez se mesurera à sa capacité à se regrouper, c'est ce que nous faisons déjà. Tout à l'heure il l'a été dit, hein, la SATA, la mairie, l'office, on travaille ensemble, à innover, à élever son offre à un niveau d'excellence, mais surtout à créer des liens durables avec les offres et les talents de son territoire et toutes ses clientèles. Aujourd'hui, on veut vraiment travailler tous ensemble au profit de tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne année. Bonne soirée à tous. Merci, vous pouvez vraiment compter sur François pour vous répondre ou venir vers vous si vous avez quelquefois des questions à poser. Et si certains commerçants ont quelquefois quelques problèmes, François se rend directement chez eux pour en parler, et c'est une véritable plus-value pour l'Alpe d'Huez. C'est aussi dire que tout ce que François a annoncé se fait en interne à l'Office du tourisme avec les personnes de l'Office du tourisme. Et à ce niveau-là, je voulais faire un petit clin d'œil à Françoise, qui était notre directrice administrative de l'Office jusqu'à il y a quelques temps, et puis qui est ici parmi nous et qui prend une retraite bien méritée. Et puis un petit clin d'œil aussi pour notre conseiller départemental, Gilles Strapazon, qui vient d'arriver. Bonjour Gilles. Merci d'être là. Du coup, eh bien, on va enchaîner avec la communauté de communes. Simplement, ce que vous voyez là, c'est le futur siège de la communauté de communes qui sera à Bourdoisan, à côté de la mairie, dans un espace qui pourra permettre de mutualiser certains secteurs, certaines salles de réunion entre la mairie de Bourg et puis la communauté de communes. Cette communauté de communes, c'est 20 communes, les 20 communes de Loisan, avec des communes disparates, avec des communes de fin de vallée, de fond de vallée, et des communes stations, des communes villages un peu plus difficiles à trouver dans la montagne, avec un peu moins de parties touristiques, mais c'est l'image que vous voyez ici. Et c'est un vrai élan aussi pour mutualiser des choses qui méritaient d'être mutualisées, comme la partie que vous voyez ici, la partie déchetterie et autres. Et Nadine va vous faire le point de toutes les compétences qui sont aussi aujourd'hui dans cette communauté de communes. Ah ouais, la CCO a effectivement de multiples compétences. Bon, je vais vous en citer une partie et sans nul doute, je vais en avoir oublié. La CCO, c'est l'aménagement du territoire, c'est-à-dire le SCOT, dont notre maire Jean-Yves Moiret est président. Enfin, il s'occupe plus particulièrement du SCOT en étant vice-président à la CCO. La CCO, c'est le développement économique, donc les contrats avec la région. C'est la protection et la mise en valeur de l'environnement. La CCO a en charge le traitement des déchets, qui est un service pour l'ensemble de Loisan. Et donc, vous avez noté que nous avions une déchetterie à la patte d'oie qui a été financée par la CCO. La CCO, c'est également la gestion de la voirie d'intérêt communautaire. Prenons exemple pour la route de Sarenne. Les actions sociales, le CIAS, la DMR, c'est-à-dire notre CCAS communal, mais élargi au niveau de la communauté de communes. Ce sont les maisons médicales, Bourdoisan, Almont. C'est l'aménagement et l'entretien des itinéraires de promenade et de randonnée, ce que l'on appelle le PDIPR. C'est la gestion des abattoirs, oui, nous avons encore des abattoirs en Loisan. Le renouvellement d'équipements de diffusion et poteaux de télédiffusion. C'est la gestion d'un relais de service public à Bourdoisan qui permet à la population d'aller traiter des dossiers sans avoir à se déplacer sur Grenoble et donc d'éviter des allers-retours et des pertes de temps, et c'est très très utile pour toute la population de Loisan. Alors la CCO, c'est tout de même un organe très important de notre territoire de Loisan pour le développement économique de notre région. La CCO, c'est un budget annuel de 27 millions d'euros, dont 6 millions d'investissements. Les recettes, eh bien les recettes, c'est une partie de l'impôt foncier que chaque contribuable paie, qui a remplacé la taxe des ordures ménagères que nous avions il y a quelques années. Et les dépenses, eh bien les dépenses, elles reposent sur la solidarité des communes adhérentes.
C'est-à-dire que, par exemple, la CCO prend en charge pour moitié le ticket d'entrée du Tour de France. Donc c'est quand même quelque chose de très important pour tout notre territoire. La CCO, c'est un parfait exemple de mutualisation de moyens avec des objectifs qui sont affichés, notamment en termes de maintien des services publics sur l'ensemble du canton et pour le développement du territoire. Donc nous, élus du Est, nous sommes 3 membres au conseil communautaire. Alors un conseil communautaire, c'est un conseil qui fonctionne en fait comme une grosse commune. Des délibérations sont actées par le conseil communautaire qui compte 47 membres et la commune du Hez a donc 3 membres au conseil communautaire. Les élus du Hez que nous sommes, alors non seulement les élus communautaires, mais tous les élus de la commune du Hez sont très attentifs au fonctionnement de cette communauté de communes parce que c'est vraiment un point important dans le territoire, dans tout notre territoire. Voilà pour la communauté de communes, donc le territoire de Loisan, qui est un territoire finalement atypique de montagne et qui se gère de plus en plus. Par exemple, l'urbanisme vient d'être mutualisé au sein d'un service d'urbanisme qui est aujourd'hui non plus dans les communes, mais qui est justement à la communauté de communes. On va passer maintenant à l'urbanisme. L'urbanisme et à tout ce que pouvait comporter notamment le plan local d'urbanisme qui a été voté par le conseil municipal le 11 novembre, qui est appliqué depuis le 13 décembre et qui est encore dans une phase de recours. Donc si certains d'entre vous ont envie de faire des recours contre le PLU, merci de venir m'en parler avant. Je pense qu'on pourra trouver des terrains d'entente parce que depuis 10 ans que l'on court après ce PLU qui est nécessaire à toute l'économie de la ville et qui est nécessaire aussi pour pouvoir modifier des remontées mécaniques, changer un certain nombre de remontées, eh bien, il serait préférable qu'on puisse enfin avancer parce que là, depuis quelque temps, les autres stations nous dépassent et nous, on a du mal, on court toujours après des lits nouveaux qui nous manquent vraiment. Et je remercie au passage tous ceux et toutes celles parmi vous qui ont participé de près ou de loin à tous les travaux sur le PLU. On peut penser que désormais ce transport collectif en site propre que vous voyez ici, qui est un tracé d'un télécabine, qui sera dans un premier temps tracé vers la partie droite, celle de gauche reste sur le télécentre actuel, avec un certain nombre de modifications que nous allons faire peut-être en 2016, j'y reviendrai après. Le télécabine qui part du Hez, qui s'arrêtera au virage 2, en dessous des futures constructions du virage 2, et puis ensuite qui va sur la maison Pomagasti au bas de l'Éclose. En haut de l'Éclose ensuite pour un arrêt intermédiaire, il y aura 3 arrêts intermédiaires, avec donc 2 remontées mécaniques indépendantes, mais qui permettront quand même à la personne qui monte et qui s'assoit sur un siège AUS d'aller jusqu'au berger, avec un débit suffisant pour pouvoir justement prendre en compte eh bien, ces 4 zones que vous voyez ici, la zone d'Audrac qui est la zone des bergers, où là on est en train de travailler aujourd'hui avec la société Vinci sur une composition d'hôtels et de résidences de tourisme haut de gamme, l'arrière du Palais des Sports sur la place du circuit, qui bien sûr remplacerait le circuit et nous priverait d'Andros et de super motards, mais c'est un espace tellement fabuleux et tellement bien placé. Et puis les 2 autres points, c'est l'Éclose Ouest, et il manque un point rouge, c'est pour les Passos, qui est en fait sous la photo de gauche. Voilà. Donc les 4 zones sont des zones que l'on va commencer à viabiliser, à construire, on l'espère, en 2017-2018, en fonction de tous les supports administratifs et de tous les dossiers administratifs qu'on sera amené à faire. Voilà pour la partie PLU. C'est vrai que là-dessus, je dis simplement que pour rester sur l'urbanisme, on essaie bien sûr de faire en sorte que les constructions futures soient des constructions de lits commerciaux pérennes, bien que là au passage on sache très bien, il y a beaucoup de résidents dits secondaires ici, mais qui ont beaucoup d'appartements en location, donc merci, surtout qu'ils les rénovent souvent eux-mêmes. Mais là l'intérêt c'est d'avoir un endroit fixe, une grosse capacité d'accueil
pour non pas forcément avoir des groupes de mauvais genre, mais justement des groupes de qualité. Mais quelquefois, on a besoin d'avoir une capacité plus importante que ce qu'on a aujourd'hui, qui nous prive souvent d'avoir des tours opérateurs en grosse quantité. Voilà pour la partie urbaine. La partie de la SEM, tout à l'heure, je vous ai évoqué la partie du Pic Blanc. Donc nous avons un budget 2016 communal atypique, puisque cette année, nous aurons la rentrée d'argent de la vente du Pic Blanc, mais aussi cette rentrée d'argent due à la SEM. Alors je vous explique. La SEM des Outaries, qui rassemble un certain nombre de SEM, qui rassemble plusieurs immeubles, dont à peu près 300 logements au total, est une SEM qui depuis longtemps nous coûte, est une SEM qui n'arrive plus à s'équilibrer, c'est une SEM qui est déficitaire, qui ne nous permet pas de réinvestir dans les locaux, d'assumer même la rénovation nécessaire dans chaque bâtiment. Donc c'est important de rester sur celui-là. Peut-être si tu peux, Lionel, revenir sur ce bâtiment-là. La SEM est propriétaire aussi du terrain que vous voyez là, devant les Poinçonnières. Et donc nous avons essayé depuis quelques années de construire, mais la SEM n'avait pas les reins assez solides pour se lancer dans des constructions nouvelles et pour assumer de nouveaux investissements. Donc nous nous sommes orientés vers une autre possibilité, c'est le rachat de la SEM par une autre SEM plus conséquente, une SEM qui a la même vocation de logement, une SEM qui saura faire les investissements nécessaires et qui sera lancée sur le terrain que l'on a vu tout à l'heure, eh bien à peu près une centaine de logements d'ici 2017, mais déjà en 2016 se lancer sur des rénovations qui était pour nous plus que nécessaire. Et puis donc cette SEM, c'est la SEM Coda, c'est une SEM qui travaillait dans l'Ain au départ et qui a les reins très solides puisque beaucoup d'appartements sont gérés par la SEM Coda. Et nos 300 appartements, parmi leurs 40 000 appartements habituels, sont vraiment un épiphénomène, sauf que nous, ça va nous permettre non seulement de récupérer un peu l'argent qu'on avait mis à l'intérieur de cette SEM, mais surtout de ne plus en mettre et de pouvoir dans l'avenir compter sur l'apport de cette SEM qui gardera le même fonctionnement qu'aujourd'hui, SEM dans laquelle nous allons mettre quelques actions de façon à conserver la commission d'attribution des logements, puisque personne mieux que nous connaît le besoin local de logement de nos administrés. Voilà pour la SEM. On va passer maintenant aux remontées mécaniques. On a parlé de la délégation de service public de l'eau. On a aussi une délégation de service public sur les remontées mécaniques. Ça peut paraître presque bizarre, certains même s'en étonnent, mais depuis 1983, eh bien, la SATA gérait les remontées mécaniques de la station de l'Alpe d'Huez, uniquement, la commune d'Huez. Cette délégation de service public avait une fin qui a été déjà repoussée dans un premier temps. En 2001, elle a été repoussée de 2012 en 2020. On arrivait un petit peu au bout du bout. On n'avait plus de possibilité d'investir puisque quand on est en fin de délégation de service public, tout le monde est frileux. Donc on a choisi l'option de casser notre délégation de service public, de la rompre par anticipation, et puis de le relancer une délégation de service public. Alors c'est assez bizarre de relancer une délégation entre une commune et puis sa SEM, mais non, c'est comme ça, c'est une délégation de service public, et bon nombre d'autres candidats pourront bien entendu y répondre, puisque c'est un appel à candidature dans laquelle, bien sûr, notre SEM répondra, mais pas que, d'autres sociétés pourront y répondre. Et on sera chargé d'ici le mois de mars d'établir la meilleure communication entre les deux, de choisir le meilleur profil pour pouvoir réaliser dans l'avenir un certain nombre de travaux. Vous avez vu que cette année, la SATA a fait beaucoup de travaux sur des communes comme Sarenne, sur le Fresnay, sur les communes comme Oris avec toute la partie de débutants d'Oris, quelques travaux aussi sur Villarancula, très peu de travaux Suez, puisque je vous disais, on est en fin de délégation. Donc on a choisi de relancer un cahier des charges avec beaucoup de nouveaux travaux, les premiers étant ceux de 2016, avec la modification de toute la butte du signal, avec la mise en place d'un télémix comme celui des Jeux, qui remplacera les 3 téléskis et le télésiège. Le télésiège du signal étant déplacé à la place de la Grande Sûre, avec un retour skieur qui passera dans la ville, qui passera à côté de l'avenue des Jeux, et qui permettra à tous ceux de l'avenue des Jeux qui veulent partir en ski avec un niveau de ski correct, mais aussi moyen,
de passer par la Grande Sûre, puisque Christian et Christophe nous ont proposé donc une piste facile à partir du haut du Signal qui permettra à des personnes qui skient moyennement de redescendre de là-haut tranquillement. Donc le télécentre n'aura plus à terme qu'une vocation vraiment piétonne ou débutant, ce qui devrait nous permettre de modifier un petit peu les flux et d'éviter une attente qui est aujourd'hui bien connue malgré tout chez nous, c'est l'attente au pied du télécentre. Voilà un petit peu pour la SATA. Là aussi, hein, tous les administrateurs qui sont ici se font un plaisir de répondre à vos questions. Pour avancer, vous avez une belle photo qui ressemble peut-être à ce qu'on va vivre demain avec de la neige. Notre positionnement, comme l'a dit François tout à l'heure, c'est d'être tous unis, tous derrière l'Office du tourisme, derrière la SATA, derrière notre SEM, derrière la commune, pour que, avec tous les commerçants, on puisse aller vers une qualité de prestation, une qualité qui fasse que l'été, eh bien, on continue à être une station qui intéresse beaucoup de nos clients et qui est une vraie économie d'été. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'ensemble de nouvelles prestations de façon à accueillir nos clients de mieux en mieux. Voilà pour cette partie-là. Je vais maintenant terminer, mais avant de conclure, on va vous montrer ce que pourrait être demain la liaison entre les deux Alpes en 3D, de façon à ce que vous ayez une petite idée de cet objectif que nous nous sommes donné, les 10 maires, les 7 maires du Massif des Rousses et les 3 maires des deux Alpes. Quand on dit les deux Alpes, il y a maintenant 3 communes, Mont-de-Lan, Venosque et aussi Saint-Christophe. Donc les 10 maires, on a décidé de se monter en association et de continuer à porter le projet qui avait déjà été bien avancé et bien étudié, avec donc une volonté d'ici la fin du mandat peut-être d'essayer d'acter des choses irréversibles de façon à ce que ça puisse se faire. Bien sûr qu'il faudra des dossiers administratifs conséquents. On s'est rendu compte que financièrement, on était capable de l'assumer avec le client qui payerait et du côté des deux Alpes et d'une autre un complément sur le forfait, semaine ou journée ou ainsi de suite. Et ça, c'est un peu le système des arcs, et la liaison entre les arcs et la plaine. On a pris la même chose. Là, vous partez donc du Signal de l'Homme, jusque-là vous connaissez, puis ensuite, eh bien, vous descendez sur la commune d'abord d'Oris, jusqu'à la première butte. Ensuite, vous allez basculer sur le Fresnay pour remonter de l'autre côté sur Bons et Mont-de-Lan. Et puis, l'idée, c'est vraiment de remonter finalement à peu près à la même hauteur que l'auteur de départ, mais d'arriver sur les crêtes des deux Alpes, de façon à avoir une liaison entre deux domaines skiables, et non pas entre deux stations, mais vraiment entre deux domaines skiables. Quand on est aux crêtes aux deux Alpes, eh bien, on commence à skier, même si aujourd'hui, avec la piste La Valentin qu'ils ont faite là sur la droite, c'est un véritable plus pour descendre leurs clients depuis les crêtes. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui manquait aux deux Alpes. Donc on arrive voilà, sur les crêtes et là, tout est ouvert, le ski des deux Alpes est ouvert. Alors, je sais que certains ont tendance à dire oh, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour nous, aujourd'hui, l'Alpe, les Alpes dans l'Isère étaient assez méconnues et les élus du conseil départemental se sont motivés pour se renouer d'ailleurs avec une association qui existait avant, des élus des stations, mais aussi ont eu cette volonté de commencer à parler des Alpes iséroises et de dynamiser la montagne dans la promotion, dans la communication. Et c'est intéressant pour nous. La région va certainement faire la même chose dans l'avenir pour mettre en avant la montagne, parce que l'Isère, c'est bien, mais la montagne, c'est important dans l'Isère. Et c'est important que demain, on puisse commercialiser et faire la promotion de quelque chose d'aussi important que ça. On va le laisser tourner en boucle. Avant de laisser la main à Mathieu, qui est notre magicien et qui va œuvrer derrière pour occuper cette fin de soirée, avant de boire un verre, je voudrais d'abord remercier deux personnes qui sont au fond de la salle, Clément Lemoigne et Fred,
qui sont à côté. Ce sont les deux organisateurs du Festival du film qui sont arrivés aujourd'hui en prévision du prochain festival. Merci de votre visite ce soir et puis bon festival de 2016 comme d'habitude. Le festival, c'est quelque chose sur lequel maintenant le conseil départemental a aussi mis un petit peu de moyens. Et puis quelque chose qui reste pérenne et sur lequel on a traité avec leur société sur une vue à beaucoup plus long terme, ce qui leur permet de travailler avec des partenaires de façon plus forte. Ce n'est pas prévu qu'il soit là, mais merci de votre visite. Et puis pour clôturer cette soirée, vu que c'était prévu qu'il soit là, c'est un clin d'œil qu'il nous fait. Depuis très longtemps, il est connu dans le monde de la télévision, il est connu maintenant dans le monde de l'organisation du vélo. Il aime l'Alpe d'Huez, il s'y trouve bien. Il vient, ma foi, dès qu'il peut, à l'occasion du Tour de France. On espère d'ailleurs qu'il reviendra. Mais je voudrais laisser la parole 2 minutes à notre ami qui nous fait l'honneur d'être là, Christian Prudhomme. Alors Christian, avant de lui laisser le micro, je voudrais le remercier devant vous parce qu'il a une équipe fabuleuse avec lui, parce que c'est non seulement quelqu'un qui gère une grosse société dans le monde entier maintenant, hein, le Tour de France c'est plus seulement la France, mais surtout par les qualités humaines qu'il a lui-même, mais aussi qu'il a avec toute son équipe, les deux Bernard et bien d'autres. Donc merci Christian et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à toi Jean-Yves. Bonne année d'abord. Oui, ça fait quelques années que je connais l'Alpe d'Huez puisque mes parents, mes frères et sœurs, nous étions venus à une époque où il y avait encore les anneaux olympiques des Jeux de Grenoble sur la route. C'était à Pâques 1969 et je me demandais dans quelle catégorie on pouvait ranger la montée qui est désormais la montée mythique de l'Alpe d'Huez. Les liens entre le Tour de France et l'Alpe, ils sont profonds, ils sont solides, ils sont historiques. La toute première arrivée au sommet de l'histoire du Tour de France, c'était à l'Alpe d'Huez en 1952. Le vainqueur était l'un des plus célèbres champions cyclistes de l'histoire, Fausto Coppi. Depuis, il y a eu 29 arrivées et 30 passages, puisqu'en 2013, comme vous le savez, pour la 100e édition, nous sommes passés par Sarenne et on est venu 2 fois. Bien sûr qu'on a très envie de revenir. Vous savez, nous sommes des locataires quand on organise des courses cyclistes. On ne peut pas aller quelque part sans l'aval d'un maire, d'une maire, pour une ville départ, pour une ville arrivée, sans le oui de la communauté de communes, sans le go du département pour les routes. Et même si nous avons 270 candidatures pour 30 à 35 places chaque année, on sait très bien où on se place. Et sans les élus, nous ne pouvons rien faire. C'est pas une question d'argent, c'est une question de dire oui ou de dire non. Et c'est vous qui avez la possibilité de le faire. Donc oui, si le conseil municipal, si la communauté de communes, si l'Alpe d'Huez, si vous souhaitez qu'on vienne, on le fera avec plaisir. On vient tous les 2 ans en ce moment, ce ne sera pas forcément ce rythme-là, parce que je dis souvent que le seul dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme, en tout cas dans l'organisation du Tour de France, pas dans l'organisation du terrain, parce que là c'est carré, ça doit être militaire, autrement ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, on aime venir à l'Alpe, je l'aime à titre personnel, mais à la limite ça n'a pas d'importance. Je l'aime pour le Tour de France. Je pense que le Tour de France fait rayonner l'Alpe d'Huez, mais l'Alpe d'Huez fait aussi rayonner le Tour. Je suis un ancien journaliste, on a vu un certain nombre de choses. François Badjelli nous montrait tout à l'heure des coupures de presse où la puissance, la force de l'Alpe dans les réseaux sociaux, et c'est aujourd'hui essentiel. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être eu entre les mains le numéro de l'Express sur la grande épopée du peuple français qui est paru juste avant Noël et qui va de Vercingétorix au général de Gaulle en passant par François Ier, Napoléon, la Révolution française, mais aussi les Frères Lumière ou les grands chefs. Et il y a, j'allais vous dire bien sûr, 2 pages sur le Tour de France. Et dans ces 2 pages sur le Tour de France, quelle est la station de sport d'hiver qui est citée? C'est l'Alpe d'Huez, ça n'est sûrement pas un hasard. Je voulais vous dire aussi que j'ai entendu quelque chose qui est très très important. Vous avez parlé de groupe, de travail en commun. Il y a une évidence, hein, je ne vais pas vous citer du Victor Hugo, mais et pourtant jeune encore, mais souvent éprouvé, j'ai un souvenir profondément gravé dans ces plis de mon front qui cachent mes pensées. Il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. Il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. Quelle que soit la collectivité, la commune, l'entreprise, le groupe, si on n'est pas soudé, on ne s'en sort pas. C'est valable pour tout le monde, c'est valable pour l'Alpe d'Huez, c'est valable pour le Tour de France, mais c'est surtout valable aujourd'hui pour notre si jolie France. Merci.
Je vais laisser la place à Mathieu et on se retrouve autour d'un verre tout à l'heure.